Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir au beau panel ici. Et je vais, dans le fond, me présenter et présenter la librairie du même coup. Et dans le fond, je me présente, je m'appelle Laure Denis-Jean. Puis en ce moment, à la librairie Le Guillion, où je travaille. Vous aurez compris, c'est ça le lien avec ma présence. Voilà, donc là, si je me permets de présenter un peu là, le Guillion avant qu'on commence. Le Guillion, c'est une librairie féministe et queer qui existe depuis bientôt. Longtemps, je comme... Excusez, je pense que j'ai reconnu quelqu'un, j'ai été distraite. Euh, oui, et dans le fond, c'est ça, c'est une librairie qui existe depuis bientôt 10 ans cette année. On va célébrer notre 10 ans. D'ailleurs, vous êtes invités à nous soutenir si ça vous intéresse qu'on tienne un 10 ans de plus. On est en campagne de sociofinancement. Donc, il y a toutes les informations qui sont disponibles en ligne ou peu importe. On met ça le plus accessible possible, là. Donc, vous n'allez pas avoir de problème à trouver l'information si ça vous intéresse de nous soutenir de cette façon. Mais sinon, d'autres façons de nous soutenir, c'est justement là, le fait qu'on ait le privilège de se réunir ici en ce moment. C'est toujours un plaisir. Si jamais vous avez des idées d'événements, le Guillion est un espace qui adore créer ces moments-là ou participer du moins à ce qui puisse exister plutôt. Puis, la librairie est aussi encore ouverte là, si jamais vous voulez continuer ces conversations en achetant des livres sur les mêmes sujets. C'est une option. Puis c'est ça, moi personnellement, je suis aussi une personne qui s'intéresse à ces sujets-là parce que j'ai fondé une plateforme qui s'appelle l'environnement c'est intersectionnel. Donc, je suis personnellement contente de... Oui. Donc, je suis personnellement contente qu'on ait ces discussions-là dans l'espace. Donc, c'est sûr que aussi, je trouve ça important de connecter cette conversation-là avec l'espace littéralement où on se retrouve, c'est-à-dire le territoire. Donc, j'en profite en même temps pour reconnaître tu sais, que on se retrouve en ce moment à Montréal, également un territoire Mohawk non cédé, connu sous le nom pour les populations Mohawk Tiohtià:ke, puis Munyang pour les communautés Anishinaabe. Donc, ça, c'est comme impératif de le reconnaître parce que l'ensemble de cette conversation-là est tellement lié avec ce contexte historique-là. Donc, en même temps, j'en profite parce que c'est de le nommer, c'est pas juste de le nommer, mais c'est que ça fasse partie intrinsèquement de la conversation. Donc, je vous invite euh, à ce que ça vous porte dans tous les sujets qui vont ressortir au courant de l'événement. Donc, merci. Est-ce que vous avez besoin d'une traduction en anglais ou tout le monde m'a suivi? Ça semble bien. Alors, bon événement! Merci beaucoup. Bon, je ne serai pas longue là. Après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je pense que vous l'attendez toutes et tous. Donc, moi, mon nom, c'est Maureen Ojard. Je suis chargée de projet à la programmation nationale chez SUCO. Et j'ai aussi le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour ce panel. Donc, il faut savoir que chez SUCO, on propose des panels à différents moments de l'année. Ce n'est pas notre premier. Je vous invite vraiment à nous suivre. L'objectif des panels, c'est de pouvoir créer des liens entre le local et l'international. Donc ce soir, vous allez avoir la chance d'entendre parler trois belles panélistes. Puis je laisserai votre animatrice vous les présenter. Donc je ne vais pas tout gâcher le suspense. C'est toujours important aussi peut-être pour vous de connaître qui on est. Donc il faut quand même savoir que SUCO, on existe depuis 1961. On va fêter, nous, notre 65e anniversaire cette année. Donc, vous serez évidemment les bienvenus pour célébrer ce moment-là avec nous. On travaille principalement sur trois axes. Ce soir, on va beaucoup parler des droits et de la participation des femmes, mais on va certainement parler aussi d'environnement, d'agroécologie, et on travaille également sur les systèmes alimentaires viables. Donc, c'est vraiment trois axes que vous allez retrouver de façon transversale dans nos panels.
Puis, au fil de l'année, en fait, on va avoir justement des moments clés pour aborder ces thématiques-là. Vous aurez, suite à cet événement, l'occasion de participer à d'autres panels. Le prochain arrive au mois d'avril, donc c'est très bientôt. Donc, surtout, restez vraiment connectés avec nous. Je vais tout de suite en fait faire la transition avec notre animatrice. Donc pour vous dire quelques mots, je la cache un petit peu là, mais elle est derrière moi. Donc c'est Elsa Mondésir Villefort, qui est une conseillère engagée dans la promotion de la participation citoyenne et de l'éducation. Ça fait plus d'une décennie qu'Elsa accompagne des organisations et des jeunes à travers le Québec et le Canada dans la transformation de leurs idées en actions durables. Donc, à titre d'animatrice, ce soir, elle souhaite créer des espaces où chaque personne peut réfléchir, échanger et s'inspirer pour agir. Donc, merci beaucoup, Elsa. Je vais te laisser la parole, puis bon panel à tout le monde. Bonsoir, vous allez bien? Je vais faire un premier correctif, Maureen, parce qu'elle a dit 3 belles panélistes et une animatrice. Donc, je vais corriger en disant 4 belles personnes se trouvent devant. C'est la dernière chose que je vais corriger. Mais je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir, un peu fébrile aussi. Je pense qu'on va vivre une belle aventure pour ce beau panel qui va vraiment explorer l'idée de le militantisme dans l'écologie puis le poids que les femmes vivent à travers ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Le plan de match, comment je le vois, ben, on va faire une petite mise en bouche, des petites entrées en se disant que je vais vous parler un peu du cadre. On va tranquillement aller dans les concepts. Par la suite, ben, c'est sûr qu'on va avoir un temps pour échanger ce soir, puis discuter. Puis on a la chance d'avoir 3 belles expertes avec nous aussi pour aller en profondeur. Fait que c'est le plan que je propose. Puis avant de plonger sur les concepts, je voulais vous les présenter. Donc, la première personne qui est à côté de moi, c'est Linda Gagnon, qui est chargée de programme à SUCO depuis 2006, spécialiste des droits et de la participation des femmes, forte d'une longue expérience en Amérique latine et dans les mouvements féministes québécois. Donc, on peut applaudir Linda. J'ai vraiment réduit parce que j'ai l'impression que si je parlais en profondeur de chaque personne, on serait là jusqu'à 22 heures. Donc, ça ferait peut-être pas honneur autant à leur parcours, mais j'ai l'impression qu'on va en découvrir aussi à travers les interventions. Prochaine personne, donc Chantal Ayemou, spécialiste en droits humains, genre et développement durable, présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, qui nous vient directement de Côte d'Ivoire. Donc, on a une belle chance de l'avoir avec nous ce soir. On l'applaudit. Et la dernière et non la moindre, Catherine Robitaille, qui est doctorante en management à l'Université Laval, dont les travaux portent sur la justice climatique féministe et les dynamiques de pouvoir dans la coopération internationale. Voilà. Je pense que ça va être une très, très, très belle discussion. Et comme je l'ai dit, je trouvais ça important de les présenter, mais on voulait aussi s'assurer d'être sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on va discuter ce soir. Je me permets de vous partager quelques définitions. S'il vous plaît, ne me posez pas de questions, je ne suis pas panéliste. Donc, on pourra les poser si vous avez envie de rebondir aux panélistes par la suite. Puis j'aurais une première question pour vous, mais que vous pourrez répondre dans vos têtes. Qu'est-ce que la charge mentale pour vous? Donc, essayez d'y penser. Puis mon autre question, c'est qui vous vient en tête lorsqu'on pense à la charge mentale? Pensez-y. Je vais répondre, moi. C'est ça le privilège, j'ai le micro, fait que je vais être la seule qui va y répondre. Quand je pense charge mentale, je pense à ma mère. C'est le classique. Donc, ma mère, nous sommes 4 enfants et elle veut constamment prévoir nos soucis avant que nous-mêmes, on sache qu'on a des problèmes. Ce que je l'ai confrontée hier là-dessus, c'est qu'elle est comme, non, mais j'ai pensé que potentiellement, tu aurais un problème, donc j'ai déjà pensé à la solution du problème que tu ne sais pas que tu vas avoir. C'est très, très, très intense parfois, mais c'est tellement rempli d'amour. Puis des fois, je me dis, comment tu fais pour vivre ça avec 4 enfants dans ton cerveau? 4 adultes, sachons-le, 4 adultes. Mais ce que je trouve intéressant puis important, en fait, avec cet exercice, c'est que parfois, on parle de concepts, on parle de thématiques, puis on a de la misère à s'ancrer puis à le rendre concret. Fait que moi, dans les conversations que je vais avoir, je pensais à ma mère, puis je vous invite à penser à une personne ou à penser à des gens, des communautés pour que ça vienne des réflexions, puis aussi qu'on se dise comment nous aussi, on peut se positionner pour jouer un rôle, autant pour nous, parce que je sais que nous aussi, on a la charge mentale, mais autant pour les autres qui nous entourent. Fait qu'on va essayer de rendre ça le plus vivant possible et humain. Voilà, c'était ma petite question. Mais sinon, qu'est-ce que ça dit avant d'entrer dans le vif du sujet? Ben,
on voulait s'entendre sur ce que c'est la charge mentale. Puis justement, comme je l'ai mentionné à propos de ma mère, la charge mentale, c'est pas seulement faire les tâches, mais c'est de penser aux tâches. Donc, c'est de les anticiper, les planifier, les organiser, les rappeler. Donc, c'est une charge qui est invisible, continue, très genrée, qui mobilise du temps, de l'énergie, de l'attention. C'est quelque chose qui peut être très, très lourd, surtout que c'est intangible. Quand cette charge repose de manière disproportionnée sur les femmes, elle devient un enjeu politique parce qu'elle limite la capacité de se reposer, la capacité à se reposer plutôt, à s'engager, à décider et à transformer. Et ce soir, on voulait parler de cette charge invisible dans la sphère privée, dans la sphère publique aussi, dans toute la posture de militante que les femmes peuvent avoir, puis on voulait l'explorer. Puis particulièrement, on va faire un entonnoir puis se concentrer sur la question environnementale, parce que les femmes, ben, elles sont souvent en première ligne dans les luttes environnementales. Puis moi, je trouve que c'est une magnifique chose. C'est vraiment positif parce que, ben, moi, je pense que les femmes sont incroyables. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça, c'était pas dans la définition. Mais les acquis qu'on a aujourd'hui, ben, ils ont été obtenus par l'entremise de nombreuses luttes qui étaient nécessaires, inévitables, des luttes qui se poursuivent. Donc, on s'est battu longtemps aussi pour que ces femmes aient cette place-là. Parce que les femmes portent des savoirs, prennent soin du vivant, transmettent aux générations futures et innovent dans leur communauté. Donc, c'est une place de choix, puis c'est important qu'on leur donne. Mais il y a une tension là-dedans quand on pense à ces places qu'on veut donner aux femmes, c'est que d'un côté, on veut s'assurer que les femmes aient une voix au chapitre, mais d'un autre, on ne veut pas les laisser porter seules la responsabilité de la transition écologique. Puis j'ai l'impression qu'on va jouer avec cette tension-là, qu'on s'est battu pour ces droits-là, mais aussi, ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui doivent porter le fardeau de la lutte. Donc, le point de tension que je vous ai présenté, bien, ça nous mène à observer peut-être 2 risques majeurs. La première, c'est l'idée d'essentialiser les femmes. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bien, c'est de les réduire à la plus simple identité, d'oublier que les femmes, c'est complexe. Donc, on va dire d'elles qu'elles sont naturellement écolos, soignantes, résilientes, etc. Bien, ça, c'est le danger d'enlever cette complexité-là. Puis la surcharge aussi, qui est l'idée de... On milite sur de nouveaux fronts en addition aux charges qui nous sont données. Donc, les femmes, avant d'être militantes, écologistes, ben, elles sont aussi des professionnelles, des mères, des proches aidantes, organisatrices du quotidien, etc. Donc, on voulait vraiment mettre cette base-là. On trouvait ça important parce que j'imagine que les connaissances sont en géométrie variable. Puis aussi, je tiens à dire ce soir, ben, c'est important aussi de ne pas être gêné de poser des questions comme on le sent. Chaque personne arrive avec sa propre connaissance, puis c'est ça la richesse, là, c'est qu'on puisse partager. Fait que la question centrale, en fait, de ce panel, c'est comment valoriser justement le rôle des femmes dans la transition écologique sans leur transférer toute la charge mentale, émotionnelle et politique de cette transition. C'est la grande question. Est-ce que ça va? C'était quand même clair? Oui? Super. C'était mon plus grand monologue. Je vous promets, là, c'est le temps d'entendre les experts en parler, mais c'était vraiment pour nous insuffler sur ce qui a porté à la création de ce panel, puis ce qui était derrière les recherches également. Donc, ce soir, on va discuter de femmes, d'environnement, on va discuter de charge mentale comme enjeu écologique et politique, mais on va aussi essayer d'approfondir nos réflexions sur comment changer les modèles, donc de l'individuel au collectif, du public, du privé au public plutôt. Est-ce que vous êtes prêtes? Si vous n'êtes pas prête, c'est comme trop tard. Donc, j'espère que vous êtes vraiment prêtes. Pour lancer le bal, ben, on va y aller d'une question un peu plus large. Donc, pourquoi les femmes sont-elles si présentes dans les mouvements écologistes, à votre avis? Donc, pourquoi elles sont si présentes? Puis aussi, je sais que vous avez différentes expertises. Donc, est-ce que c'est le cas partout? Ou est-ce que cette présence-là, elle est là partout? Puis, est-ce que leur rôle est facilement reconnu? Donc, pourquoi les femmes sont-elles si présentes dans les mouvements écologistes? Est-ce que quelqu'un veut briser la glace? Je vais y aller, je suis bonne, moi, pour briser la glace. Fait que, je ferai une première distinction. Pas juste pourquoi les femmes sont si présentes, est-ce qu'elles sont si présentes que ça? Puis dans quel genre de mouvement? Parce qu'il y a le mouvement environnemental et le mouvement écologiste. Puis souvent, on les confond. Tu sais, c'est comme, on dit environnemental, écologiste, comme la même affaire. C'est pas tout à fait la même chose. Le mouvement écologique est un mouvement qui remet en question le système.
et qui lie beaucoup plus des luttes, par exemple, anticapitalistes par rapport à l'environnement, alors que le mouvement environnemental est un mouvement plus axé sur la protection de l'environnement, qui n'est pas à travers des lois, par exemple, qui ne remet pas nécessairement en question le système dans lequel on vit. Ça fait où est-ce que les femmes se retrouvent? Est-ce qu'elles se retrouvent dans le mouvement environnemental ou dans le mouvement écologiste? J'ai fait un petit exercice pour aller voir, tu sais, les grands mouvements qu'on connaît, là, l'UICN, Greenpeace, les Amis de la Terre, WWF. Est-ce qu'il y a des femmes dans ces mouvements-là? En général, les femmes ont été déjà très impliquées dans la formation de ces groupes-là, sauf que, comme partout ailleurs, les femmes ne sont pas dans les postes décisionnels. Je vais vous donner un petit exemple. L'UICN, qui est une grande organisation internationale, a été fondée en 1948. La première femme présidente qui a été élue était en 1996, donc pratiquement 40 ans plus tard. Et depuis ce temps-là, il y en a eu juste une autre. Fait qu'ils ont été 2 femmes à la tête de ce grand mouvement-là sur 15 présidents depuis la fondation de l'organisation. Ça fait 13 %. C'est pas beaucoup quand même. Mais ils ont une femme directrice générale présentement depuis 2023. Sur 18 directeurs, il y a eu juste 4 femmes. 22 %. Fait qu'on ne peut pas dire que les femmes sont beaucoup dans les espaces de décision. Amis de la Terre, il y a eu juste un président élu depuis 1969, mais ils ont 6 femmes sur le comité exécutif. Ça fait qu'il y a des choses qui avancent, les femmes sont plus présentes. Le WWF, ils ont la parité au niveau du conseil, mais il y a eu juste une femme depuis le début sur 10 présidences. Fait que ça montre, puis il y en a une qui a fait juste 1 an parce qu'elle était à l'intérim. Ça fait que ça montre que dans les grands mouvements environnementaux, écologistes, les femmes sont présentes, mais elles ne sont pas du tout dans les instances décisionnelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont créé leur propre groupe, hein, parce que quand tu as l'impression de ne pas être écoutée ou que tes opinions ne sont pas prises en compte, ils ont mis sur pied plein d'organisations comme la Green Belt Movement. Moi, je ne suis pas bonne en anglais. Hein. Ça fait que la ceinture verte, là, qui a été mise sur pied au Kenya, je vais le dire en moitié français, là. Fait que les femmes se sont finalement retrouvées à créer leur propre mouvement. Il y a eu un grand mouvement aussi en 81 contre le nucléaire. Les femmes ont tenu un camp anti-nucléaire pendant 19 ans. 19 ans, les femmes vivaient sur un camp en Angleterre devant une centrale nucléaire. C'est drôle, hein? Ça, on ne connaît pas ça. On connaît tout ce que Greenpeace a fait, par exemple, hein, les bateaux, les grandes controverses, mais ce que les femmes ont fait pendant 19 ans, ça, on ne le sait pas. Il y a WIDO qui existe, il y a le réseau latino-américain des femmes défenseurs des droits sociaux et des droits environnementaux qui sont présents dans 10 pays, le réseau Women en Afrique qui travaille sur la question des mines. Fait que les femmes sont excessivement présentes dans plein de mouvements écologistes, mais elles ont dû créer leur propre mouvement. Merci, Chantal. Oui, à la suite de Linda, je voulais partager aussi l'expérience de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je dirais que les femmes ne sont pas présentes dans les espaces ou les mouvements écologistes. Mais pourtant, c'est elles qui portent très souvent la charge. Quand on va dans nos communautés, elles sont présentes, elles subissent, on va dire, les effets du changement climatique, mais dans les instances où on décide des stratégies pour organiser la résilience au changement climatique ou pour pour mettre en place des systèmes, elles n'y sont pas. Donc, nous, à travers l'appui des partenaires, lors de plusieurs projets qu'on a eu à mettre en œuvre, on a essayé de voir un peu la loi au niveau de la Côte d'Ivoire sur la gestion du foncier, surtout en milieu rural. Et on s'est rendu compte que la loi prévoit la mise en place de comités dans les différents villages
pour gérer la question du foncier et aussi la question de la restauration du couvert végétal. Mais dans ces comités, on ne trouve pas de femmes. Elles sont juste là, présentes pour faire soit à la cuisine quand les membres du comité se réunissent. Et donc, dans le cas du projet que nous avons mis en œuvre grâce à l'appui de SUCO, du Fonds Innove 1, nous avons travaillé à rendre ces comités-là inclusifs. Parce que la loi prévoyait au moins 30% de femmes dans ces comités, mais ça n'existait pas. Donc, nous avons travaillé à ce que dans les villages, là où il y avait des comités de gestion du foncier rural, qu'il y ait des femmes, selon les prévisions de la loi. Également, il y a aussi des comités qui sont mis en place pour la restauration du couvert végétal. Et également, nous avons travaillé à ce qu'il y ait des femmes, parce qu'elles ont, tout autant que les hommes, elles subissent les effets du changement climatique dans leur environnement. Donc, elles ont aussi des mots de quoi à dire, elles ont aussi des propositions à faire, elles ont aussi des actions à mener pour préserver, que ce soit l'environnement ou la reconstitution du couvert végétal. Donc, pour dire en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que le mouvement, les femmes sont intégrées dans des mouvements, que ce soit en matière de gestion de l'environnement ou des mouvements écologistes. Nous avons, dans le cadre d'un projet aussi qu'on a mené dans ce sens-là, écouté des femmes dans 20 villages, aussi bien des femmes que des hommes. Et dans ces différents villages, les besoins des femmes ont été toujours différents de ceux des hommes en matière de reconstitution du couvert végétal, par exemple. Elles vont vous dire, il y a des plantes qu'on utilisait soit pour les soins de la femme enceinte, soit pour les soins de l'enfant qu'on ne retrouve plus. Et les hommes vont vous dire, il y a des plantes qu'on utilisait soit pour telle maladie chez les hommes qu'on ne trouve plus. Donc nous, s'il y a besoin de reconstituer ou de restaurer, on souhaiterait que ce soit de telles plantes. Voilà, donc on travaille aussi à ce que toutes ces actions-là se fassent de façon participative et de façon inclusive. Parce que l'environnement, les effets qu'on subit à travers le changement climatique se subissent aussi, les hommes les subissent aussi, les enfants que les femmes. Donc, il faut que tout le monde participe pour qu'on arrive à une solution qui soit durable et qui tienne compte des besoins spécifiques de chaque entité. Merci. Merci, mais je trouve ça intéressant parce que je vois qu'il y a une différence dans la perception. Donc, on perçoit potentiellement que les femmes sont là, mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Mais je vois aussi l'idée au niveau décisionnel. Là, tu sais, on parlait du privé versus le public. Quand on parle d'instance décisionnelle, quand on parle de prise de pouvoir, il y a une absence, mais on va l'explorer plus tard. Dans le privé, est-ce que cette invisibilisation, elle est la même aussi? Donc, on va pouvoir en parler. Oui, Catherine. J'ai envie de rebondir, j'ai envie de poser une question à la question que tu as posée. Mais vous C'est allez toi voir qui vas y que c'est- répondre, par exemple. Oui, ben, ou pas, hein, ou pas. Mais pour pousser la réflexion, puis c'est sûr que vous allez voir que c'est teinté par ma positionnalité, qui est influencée par le fait que je suis aux études. J'ai ce grand privilège, ces complicités-là là, dans le système académique, mais aussi en tant que femme blanche, allochtone. Donc, j'ai plusieurs femmes pays des soi-disant des Nords aussi. Donc, ça va influencer mes questionnements. Mais aussi, ça influence aussi beaucoup ma responsabilité d'être critique à l'égard de différentes formes de violence qu'on peut reproduire, là, qui sont à l'intersection, mettons, du colonialisme, sexisme, capacitisme et impérialisme et toute autre forme d'oppression. Et donc, j'ai comme envie de demander, bon, les femmes sont-elles présentes? On a vu oui et non, mais j'ai envie de demander quelles femmes? Au croisement de quel système d'oppression sont-elles réellement impliquées et qu'est-ce qui les empêche? En fait, quels sont les obstacles? La charge mentale, entre guillemets, ou clin d'œil, en est une très importante. On va rentrer dans ça tout à l'heure, mais c'est ça, j'avais comme envie de poser la question sur quelles femmes, en fait, souvent, puis tu l'as bien mentionné, Linda, les femmes sont très peu mobilisées ou en tout cas représentées dans les grands mouvements écologistes parce qu'il y a des rapports de pouvoir aussi sexistes, mais aussi colonialistes, capacitistes, racistes également. C'est connu, c'est documenté aussi par la recherche scientifique.
bon, je ne vais pas faire un appel à l'autorité académique. Je vais essayer de me ramener à l'expérience, là, mais bon, des fois, c'est utile. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Donc, quelle femme? Puis, il y a plusieurs auteurs, autrices, des militantes aussi qui vont le dénoncer. Je pense notamment, on parlait tout à l'heure de Myriam Bafou, elle a un nouveau livre, mais dans son livre Des paillettes sur le compost, elle dénonce les mouvements écologistes qui sont très blancs, très, qui peuvent même être condescendants là, à l'égard de comment est-ce que tu déploies ton écoféminisme au quotidien. Mais on a aussi la grande chance d'avoir Lourdes Nijan avec nous, une grande militante. En tout cas, moi, je suis bien impressionnée et heureuse de partager la même pièce. Donc, qui va justement critiquer ces mouvements-là et entre toute autre chose, là, mais critiquer justement cette domination, en fait, de mouvements, notamment au Québec, soi-disant Québec, soi-disant Canada, ben, dans l'Occident, en fait, là, et tous ces angles morts-là. Puis, dernière question, parce que je n'ai pas de réponse claire, mais dernière question, c'est aussi, puis tu l'as bien nommé, hein, notre conception à nous de mobilisation écologiste en Occident, elle est différente. Moi, j'ai eu le grand privilège de faire ma thèse, ma recherche au Bénin, donc d'aller rencontrer plusieurs femmes qui militaient au quotidien sans nécessairement qu'elles s'identifient comme militantes, mais pour moi, c'était des gestes écoféministes militants pour venir justement démanteler, déconstruire ces rapports de pouvoir-là qu'il peut avoir en termes de genre, mais aussi là, en termes, en tout cas, colonial. Donc voilà, j'ai comme envie de pousser la réflexion, peut-être la repousser à plus tard. D'accord. Merci. Merci de nous remplir les esprits de questions. Et j'essaie de... Parce que dans la prochaine question, on parlait de reconnaissance, donc reconnaître le travail des femmes. Mais je trouve ça super intéressant parce que vous vous dites que justement, est-ce qu'il est vraiment reconnu? Est-ce qu'il est vraiment vu et perçu? Mais par exemple, Chantal, tu parlais d'exemples de femmes qui avaient des besoins qui sont vraiment différents des hommes, là, notamment en relation avec les plantes, les maladies, etc. Mais est-ce que dans ton expérience sur le terrain, tu as vu des moments où est-ce que le fait qu'on reconnaisse l'engagement des femmes devienne après un fardeau? Donc, est-ce que tu as vu où est-ce que ces moments où est-ce que les femmes vont s'engager dans leur communauté, on va reconnaître la pertinence, leur engagement, mais ça a pu devenir justement cette espèce d'obligation, ce fardeau, cette charge mentale? Est-ce que tu aurais des exemples à nous partager à cet égard? Oui, effectivement, avec notre expérience en milieu rural, généralement, les femmes sont agricultrices. Leur activité première, c'est l'agriculture. Donc, avec les effets du changement climatique, il va sans dire que ces activités-là seront impactées. Donc, du coup, elles se sentent obligées de travailler un peu plus parce que le sol ne répond plus et la production est presque inexistante, alors que les besoins de la famille continuent d'exister et souvent même deviennent encore plus grandes. Donc, ça met une charge, une pression qui ne dit pas son nom sur la femme. Donc, elles se sont obligées de chercher des solutions elles-mêmes, sans toutefois même peut-être en parler à son mari ou à la famille. Et souvent aussi, la famille la regarde, puisque c'est elle qui pourvoit aux besoins de la maison. Donc, on attend juste qu'elle pourvoie. Mais les défis qu'elle vit, les situations qu'elle vit, personne ne s'imagine ou personne ne l'aide à trouver des solutions. Par exemple, quand elle fait son champ, généralement, une partie de la production sert à la nourriture de la maison. Et une autre partie, ce sont ses revenus. Elle vend pour avoir des revenus pour peut-être s'occuper de la scolarité des enfants. Mais avec tout ce qu'elle vit, les effets du changement climatique, la dégradation des sols et tout ça, elle n'a plus la capacité d'entrer en possession de cette source de revenus. Et pendant que tout le monde attend qu'elle réagisse, elle est confrontée à une situation dont elle n'a même pas la solution. Donc ça, c'est une charge mentale qui vient briser aussi quelquefois sa confiance en elle-même, puisqu'elle n'arrive plus à réagir et tout le monde lui met cette pression-là. Donc, ce on essaie de faire dans ces communautés-là, c'est d'accompagner ces femmes à trouver des moyens ou à trouver des stratégies qui soient durables pour non seulement restaurer le sol, mais également les organiser à mieux revendre la production qui est issue de cette activité-là.
Et donc, présentement, nous menons un projet en lien avec l'objectif, c'est comment arriver à réduire les violences en lien avec les effets du changement climatique, dont les différents ménages. Et cette situation met une forte pression sur les femmes, de sorte que non seulement elles perdent confiance en elles-mêmes, elles n'arrivent plus à suivre l'éducation des enfants, puisque la charge des enfants leur est dévolue. Donc, elles n'ont plus cette capacité de suivre l'éducation des enfants et aussi n'ayant pas de moyens de répondre, pour répondre à ce à quoi elles sont confrontées. Vous voyez que la situation devient encore plus alarmante et leur situation de vulnérabilité devient encore plus grande. Donc, on essaie, tant bien que mal, de faire un accompagnement psychologique, un accompagnement sur le plan technique avec des personnes, des spécialistes qui viennent aider à trouver des moyens de restauration de la terre, des techniques aussi pour les aider à mieux produire. Et puis aussi, on essaie de les mettre en réseau pour la vente de leur production, pour aider un peu à juguler cette pression qu'elles vivent et qui les affaiblissent ou qui les rend de plus en plus vulnérables. Voilà. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est, ça me fait sourire, mais c'est quand même ironique, c'est aussi la charge mentale des femmes qui veulent aider les femmes qui souffrent de charge mentale, dans le sens où c'est quelque chose qui est sur tes épaules aussi. Puis merci d'avoir partagé, dans le sens que je pense que la charge mentale, c'est un peu juste la pointe de l'iceberg, puis on voit tout ce qui sous-tend, tu sais, les violences qui sont vraiment différentes, économiques, physiques, etc., dans les foyers, qui peuvent en découler. Puis j'ai vu, Linda, t'as pris le micro, mais justement, j'aurais voulu aussi t'entendre dans d'autres contextes sur cette réflexion-là par rapport aux autres, comment dire, aux autres conséquences, outre la charge mentale qui vient avec cette participation-là des femmes dans ce militantisme plus large. Et je pense qu'effectivement, on demande, tu sais, on parle toujours du triple rôle des femmes, puis là, on en rajoute un quatrième, là, hein, le rôle domestique, le rôle reproductif, productif, communautaire, puis là, ouais, le rôle environnemental. C'est aussi ta responsabilité. On en met beaucoup, sans nécessairement toujours tenir compte de la réalité. Je pense en Amérique latine, c'est sûr en Afrique aussi. Les femmes sont responsables de la cuisine, sont responsables d'aller chercher l'eau, d'aller chercher le bois, de faire la lessive, etc. Puis là, ah ben là, c'est pas bon, là, il faudrait surtout pas couper les arbres. Mais là, si tu coupes pas les arbres, là, les madames vont être obligées de marcher 3 heures de plus pour aller plus loin, pour chercher ce qu'elles ont besoin pour pouvoir cuisiner. La même chose, l'eau. Tu sais, ah ben là, il faudrait pas aller laver les vêtements à la rivière parce que ça va polluer la rivière. Il y a beaucoup de choses qu'on met, que les hommes mettent dans la tête des femmes, protéger l'environnement. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Dans les années 80, j'étais à l'université, puis il y avait une table de Greenpeace qui était là. À l'époque, c'était pas mal juste des gars, là, tu sais, des jeunes gars. Puis là, je sais pas trop, on a une conversation, puis il dit, bon, là, les filles, là, vous devriez arrêter d'utiliser des tampons, des services sanitaires, parce que ça, c'est franchement pas écologique. Là, on est dans les années 80. La Divacop, là, ça n'existait pas dans ce temps-là. Là, j'ai dit, là, tu viens de me dire que moi, ah oui, puis les couches pour les enfants, il va falloir les laver aussi. Là, tu viens de me dire, moi, là, je vais être obligée de revenir au temps de ma grand-mère pour utiliser des guenilles. No way. Fait que là, moi, l'environnement, à ce moment-là, ça a comme, j'ai dit no. Moi, ça gang de gars-là qui me donnent des conseils, là, c'est fini. Mais c'est un peu ça quand même. On continue à donner des conseils sans tenir compte de ce que les femmes sont obligées de faire pour justement maintenir la famille. Tu sais, en plus, là, il faut que tu sois écolo, puis que tu recycles, puis ah ouais, là, mets-en par-dessus, là, fais encore plus de travail. Fait que, sans que ce soit partagé. Puis je pense que c'est ça un peu, on parlait effectivement de la charge mentale, mais c'est aussi une charge physique que les femmes ont d'être exemplaires d'un point de vue environnemental. Puis il n'y a personne qui leur a demandé, là. Tu sais, il n'y a personne qui a mis sur pied, par exemple, des projets pour faire des fours améliorés pour utiliser moins de bois. Puis oui, ils vont aller en chercher moins ou de faire un puits plus proche. Ou, tu sais, non, ça, on ne pense pas ça. On est tous dans les grands projets.
Puis, ben, les femmes, de toute façon, vont le faire pareil parce que, tu sais, c'est normal qu'elles le font. Fait que je pense qu'il faut rajouter ça aussi. On parle maintenant beaucoup aussi de charge environnementale, là. J'ai vu ça un peu dans certains écrits, là. En plus de la charge mentale, tu as la charge environnementale. Puis, ben, tant que le partage des tâches, de la vie familiale ne changera pas, ça tombe sur le dos des femmes. Fait qu'il va falloir peut-être les consulter, mettons. Envie de rebondir rapidement. J'ai envie de faire du pouce sur ce que tu nommais parce que dans les mouvements écologistes et que ce soit là, dans le quotidien ou dans les grands mouvements, c'est souvent on va mettre l'emphase sur l'individu. Donc, les actions individuelles, puis même chose avec la charge mentale, en fait, ce que ça va faire au croisement de l'environnement, c'est que les femmes, notamment, vont se sentir très interpellées par ça et vont s'isoler. Donc, elles ne vont pas forcément le vivre de manière collective et donc, elles vont vivre la culpabilité énormément autour de ça, alors que des mesures plus structurantes devraient venir, à mon avis, pallier ça. Et par mesure structurante, ben, ça débute aussi en se demandant, OK, ben, quelles sont les causes de la crise climatique? Est-ce que c'est parce que les femmes n'utilisent pas des tampons? Non. C'est beaucoup plus systémique que ça. C'est pas par des actions individuelles. Puis, en tout cas, on en reparlera dans les solutions tout à l'heure, mais merci de l'avoir souligné. Ça m'a fait penser à ça. L'individualisation, ou en tout cas la responsabilité individuelle versus la responsabilité collective et voir quelles sont les causes structurelles, en fait, de la crise climatique. Oui, mais je trouve ça super intéressant aussi dans le sens où, dans une perspective justement intersectionnelle, ça me fait penser ce que vous dites beaucoup au rôle de la pauvreté aussi, là, puisqu'on parlait de survie. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des mesures vraiment ne vont pas se revendiquer militants ou quoi que ce soit dans cette cause-là, mais qui font beaucoup plus de mesures écologiques ou quoi que ce soit. Puis souvent, ça va être les femmes parce que ça va être dans l'aménagement de la maison à cause de comment on a été socialisé. Et je trouve ça super intéressant aussi de savoir que cette lutte-là, encore une fois, qu'on parlait d'invisibiliser la lutte et tout, il y en a beaucoup qui le font sans s'en rendre compte aussi. D'où la nécessité d'avoir le regard intersectionnel sur la chose. Mais là, on est déjà allé dans la charge mentale, fait que j'ai envie de sauter. Puis si jamais, parce que vous avez déjà parlé d'éléments justement au niveau de comment le système, comment la structuration de la société, de la famille fait en sorte que les rôles puis les tâches, ça contribue à la charge mentale. Fait que je ne sais pas si tu veux rebondir, Catherine, ou les autres aussi. Là, c'est des questions un peu plus larges cette fois-ci. C'est en quoi la répartition inégale du travail domestique, ça constitue un frein aussi structurel au leadership féminin dans cette cause-là, parce que là, on parlait justement que des fois, elles sont vraiment mises de l'avant, mais vous avez mis les nuances, pas tant que ça. Mais alors, en quoi cette répartition inégale dans les foyers, ça contribue à ce frein pour le leadership des femmes? Bon, moi, je pense que Linda a déjà commencé, que ce soit en Europe, au Canada ou en Afrique. Je pense que la femme a été, euh, on va dire quoi, concentrée dans un rôle domestique, un rôle de soin, un rôle de reproduction, au point où tout ce qui concerne la maison est à la charge de la femme. Et quand une femme dans nos contrées se démarque un peu, il y a dans le jargon, on l'appelle femme-garçon. Femme-garçon parce que tu refuses de rester dans la position que la société t'a donnée. Voilà. Donc, on se dit femme-garçon parce que tu sors, tu fais des choses qui sont généralement assignées aux hommes. Voilà. Sinon, on te dit ta place, c'est à la cuisine, c'est l'éducation des enfants, c'est de prendre soin de la famille. Mais de plus en plus, on voit qu'avec la scolarisation des filles, surtout chez nous, on voit qu'il y a certaines filles, et surtout avec le mentorat, les dévancières qui se sont démarquées, qui arrivent quand même à mentorer les plus jeunes. Voilà. Donc, on essaie d'accompagner cela aussi avec la sensibilisation. Tout à l'heure, j'échangeais, je pense, avec toi, parlant de la scolarisation des filles. Ça aussi, c'est un effet important. Une fille qui est éduquée, elle arrive à changer beaucoup de choses dans elle-même, sa famille, et ensuite dans son environnement. Mais le défi pour nous aujourd'hui, c'est comment arriver à maintenir ces jeunes filles-là dans le cursus.
scolaire ou universitaire. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Les questions liées au mariage d'enfants, chez nous, ici peut-être ça n'existe pas. Les questions liées aux grossesses précoces en milieu scolaire, qui amenuisent les chances de la jeune fille d'avancer. Et les questions, tu l'as soulevé tout à l'heure, de pauvreté, qui à un moment donné peut permettre à la fille d'abandonner les études parce que les parents n'ont plus les moyens de s'en occuper. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, peut entraver aussi à l'épanouissement de la fille. Donc, ce sur quoi on met l'accent, c'est d'assurer, de se donner les moyens. Par exemple, nous, au RIDEF, chaque année, on accompagne 100 jeunes filles qu'on scolarise, on fait le suivi, et puis on essaie de mettre en place un système de mentorat. Parce qu'on se dit, il faut pouvoir encadrer, coacher les plus jeunes. On parle aujourd'hui de présence des femmes dans les instances de prise de décision. Mais c'est un travail qu'il faut faire. C'est pas... Généralement, on voit à l'approche des élections, il y a des formations qu'on vient faire aux femmes, c'est bien, mais ça ne garantit pas la présence de ces femmes-là dans les instances de prise de décision. Il faut mettre en place un système ou un mécanisme durable qui accompagne les jeunes filles jusqu'à ce qu'elles soient ou elles se décident à se présenter aux élections ou que dans la société, elles prennent toute leur place. Mais ce n'est pas des actions ponctuelles ou sporadiques qu'on vient faire et puis bon, après les élections, c'est fini. Donc, c'est vraiment de véritables défis qu'on a chez nous en Côte d'Ivoire en matière de leadership. On s'est battu pour avoir la loi sur le quota de 30% dans les assemblées élues. Mais aujourd'hui, on n'a pas 30% de femmes dans les instances aux assemblées, à l'Assemblée nationale. On a à peine 14%. Ça veut dire qu'il y a du travail encore à faire en matière d'encadrement, d'accompagnement, d'éducation des jeunes filles et des femmes pour qu'elles prennent toute leur place. J'aimerais juste... Non, mais... Je vois que tout le monde allait prendre. Et vas-y. Ben, je voulais amener une autre dimension dont on n'a pas parlé, qui est la question de la lutte politique. Parce qu'on parle de frein au leadership. Il y a des questions culturelles, il y a des questions du fait que les femmes sont super trop occupées, que ça devient lourd aussi physiquement, un certain nombre de choses. Mais il y a aussi le risque pour les femmes, les militantes, sur les droits environnementaux, d'être assassinées, d'être violées, de vivre la violence physique, du harcèlement, de la diffamation. L'Amérique latine est un pays excessivement dangereux pour les militants, les défenseurs des droits environnementaux, parce que c'est beaucoup axé sur la question des industries extractives, les mines, la déforestation, les grandes entreprises qui viennent prendre les champs des paysans, etc. Il y a eu, l'année dernière, il y a 2 ans, plus de 200 défenseurs et défenseurs des droits environnementaux qui ont été assassinés. Ça, c'est juste ceux ceux et celles qu'on a pu déterminer que c'était à cause de ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, ça passe pour d'autres choses. Mais même s'il y a à peu près juste 10% qui sont des femmes, mais il y a 70% des cas sont des femmes qui sont victimes de violences. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement assassinés, mais ils sont enlevés, violés, stigmatisés, diffamés, harcelés, etc., etc. Et ça, c'est un enjeu aussi pour les femmes, de ne pas vouloir nécessairement, tu sais, tu dis, ben oui, tu vas aller risquer ta vie là, d'aller défendre la mine. Les femmes le font pareil. Ça a été beaucoup des femmes qui ont été présentes dans les luttes au Pérou sur l'industrie minière. Les femmes qui sont maintenant mères au front avec la fonderie Orne, qui se font varloper parce que, mon Dieu, on va enlever des jobs aux hommes, puis des bonnes jobs payantes aux hommes. Fait qu'il y a aussi un risque que ces femmes-là prennent de s'affirmer sur des questions environnementales parce que c'est excessivement sensible, c'est très politique et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est là-dedans. Ça fait que je pense qu'il y a ça aussi comme
un frein au leadership des femmes en matière environnementale. Puis j'entends, je vais te laisser, je te promets, mais il faut que je fasse mon travail. Mais je vais te redonner la parole aussi. Fait que j'entends justement ces freins-là qui empêchent les femmes de s'introduire puis de militer dans l'espace public. Mais comment, malgré tout, parce que c'est réel, ça se fait quand même, comment les femmes exercent-elles l'écologie au quotidien malgré tout ça? Et là, tu peux y aller de ta réponse aussi, Catherine, mais tu pourrais, s'il te plaît. Mais j'ai quand même envie de te dire de continuer à parler. Continue, parce que c'est Merci. toujours tellement Non, mais super tu peux y aller. pertinent. Bon, je sentais la passion. Mais j'avais comme envie de rebondir sur tellement plein de Rebondis. choses. Mais je vais essayer de faire ça vite. Dans le fond, ce que j'entendais beaucoup de ce que vous nommiez, puis que ça me parlait beaucoup, c'est en fait comment est-ce que la façon notre société, elle est organisée, en fait, en fonction de notre socialisation genrée, au final. Donc, les normes sociales de ce qu'on attend des femmes, des hommes, mais aussi des personnes non genrées. Dans la littérature, en tout cas scientifique, c'est prouvé que même dans les ménages hétéro-sexistes, ou en tout cas hétéronormatifs, pardon. Ben, il y a un peu des fois, oui, c'est présent. Hétéronormatif, eh bien, la charge va reposer sur souvent les femmes, mais dans les couples qui sont, par exemple, qui ne sont pas de l'hétéronormativité, ben, la charge mentale va être plutôt partagée. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Puis, en fait, quand on va considérer justement les normes de ce qu'on attend des hommes et des femmes, ben, c'est qu'on va hiérarchiser. Donc, on va s'attendre à ce que l'homme soit le pourvoyeur et la femme, ben, on va invisibiliser l'importance de tout son travail. Mais au final, une chance qu'elle est là parce que sinon, il n'y aurait pas de prise en charge de soins du ménage, des enfants, de l'environnement aussi. Donc, ça, je trouvais que c'était important à mentionner. Puis, dans comment ça va limiter aux espaces décisionnels ou dans les postes de leadership, ben, c'est qu'en fait, cette surcharge-là émotionnelle, physique, cognitive, ben, ça va réduire le temps, l'énergie que ces femmes-là vont pouvoir investir dans les lieux de pouvoir. Si on conceptualise les lieux de pouvoir comme étant ceux qu'on connaît très traditionnels, là, les postes de les ministres, les espaces des COP aussi, par exemple, parce que les femmes sont très peu représentées, mais elles vont aussi avoir des contraintes temporelles, donc prendre soin des enfants, ça demande du temps. Mais encore là, on va moins valoriser ça dans la société. On va plutôt valoriser les grands espaces de décision, entre grands guillemets, comme les postes de ministre. Là, c'est tout ce qui me vient en tête, là, mais il y en a plein d'autres, et etc. Puis j'avais juste envie de dire aussi que la charge mentale écologique, elle est aussi, bien sûr, vécue à l'intersection de différents systèmes de pression. Et j'avais envie juste de nommer quelques statistiques rapidement, okay, si tu me permets. Donc, par exemple, pendant la crise, en fait, la crise climatique va amplifier la marginalisation de plusieurs personnes, incluant, par exemple, les personnes en situation de handicap, où est-ce qu'elles vont avoir des répercussions magistralement plus négatives sur leur santé, la santé mentale et la charge mentale. Et un des exemples, c'est, par exemple, elles vont souffrir de 3 fois plus élevé en cas de canicule. Donc, le taux de mortalité est 3 fois plus élevé en cas de canicule. Pour les jeunes femmes noires aussi, une étude qui est sortie qui montrait, dans le fond, que les taux de dépression, d'anxiété en raison de stress liés au croisement du racisme, donc les inégalités structurelles, le racisme structurel ou en tout cas systémique, et quand on ajoute ça aux composantes là, de pauvreté, bien, ça induit un stress qui est additionnel induit par la crise climatique, donc qui ajoute une charge mentale justement au croisement de ces systèmes d'oppression-là. Même chose pour les Premières Nations, peuples autochtones. En fait, pour plusieurs nations, l'identité, elle est liée au territoire. Donc, quand le territoire est en train d'être soit massivement extrait par des grandes compagnies de combustion fossile, forestières, eh bien, c'est pas seulement le territoire qui est en deuil, c'est aussi leur identité. Donc, charge émotionnelle importante qui est ajoutée. D'ailleurs, on l'a vu et on le vit encore au Québec. Il y avait le projet de loi 97 avec les forestières. Loi qui était en tout cas qui n'est plus en cours, mais les sévices sont encore là. Donc, les Premières Nations se battent encore pour l'extractivisme, le colonialisme derrière l'extraction du bois et tout ça. Donc, je voulais juste garder ça en tête, puis je ne réponds même pas à ta question, que je me souviens même plus c'était quoi. C'est correct. Mais bon, je voulais rebondir sur parce ça. qu'on va aller, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis désolée. Non, le quotidien. Oh, Oui, mais c'est pas grave. ça va. J'avais plein de choses à dire. Laisse-moi mon travail. Moi, ça, c'est ma charge pour le panel. Okay. Donc, ben, là, on comprend qu'il y avait une passion quand même qui se dirigeait vers les obstacles. Puis je pense que c'est important de nommer les choses aussi parce que des fois, on va tourner les coins ronds aussi, là, puis on va juste aller directement aux solutions. Mais pour avoir des belles solutions, il faut comprendre l'enjeu dans sa profondeur. Fait que merci pour ce partage-là. Puis justement, tu sais, l'autre partie où est-ce qu'on est en train de faire la transition, c'est plus justement vers qu'est-ce qu'on change,
comment on change les choses, avec quelles conditions. Puis on peut aussi rebondir sur la manière dans le quotidien dont les femmes vivent l'écologie. Parce que ma prochaine question, mais c'est un peu comment partager la responsabilité du care en assurant un partage, puisqu'il y a quelque chose d'individuel, mais aussi collectif, là, donc et sociétal. Comment on peut avoir un rééquilibre, en fait, dans le déséquilibre que vous venez d'expliquer? C'est quoi les pistes de solutions que vous avez? Je vois que Linda est dans ses feuilles. Est-ce que ça veut dire... Chantal, veux-tu? Je vais répondre. Comment est-ce qu'on s'y prend? Généralement, comme nous, on travaille beaucoup en communauté, ce qu'on essaie de faire, d'organiser des dialogues qui soient inclusifs. Très souvent, quand on arrive, on essaie d'écouter un peu les femmes à travers des espaces sûrs. Et ensuite, on écoute aussi les hommes à travers ce qu'on appelle des espaces de mari et de futurs maris. Et une fois qu'on a eu une idée des deux entités par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils expriment, on organise ce qu'on appelle un dialogue inclusif, communautaire, pour que les deux entités se parlent et qu'elles puissent trouver des solutions ensemble. Donc, en matière de... J'ai dit tout à l'heure que dans les villages, on a ce qu'on appelle le comité de gestion du foncier rural. Donc, une fois que les entités se parlent elles-mêmes, elles décident de quel chemin suivre pour que ce soit de façon inclusive et de façon participative, que ce qui a été arrêté soit mené par tout le monde, pour ne pas que ça repose uniquement sur les femmes. Par exemple, on a parlé de la recherche du bois de chauffe. Étant donné qu'on n'a plus de forêt, la forêt a disparu, les femmes et les filles sont obligées d'aller un peu plus loin pour chercher le bois de chauffe. Souvent, les filles sont obligées de rater les heures de cours, aller chercher de l'eau ou du bois de chauffe avant de revenir et aller à l'école. Donc, tous ces problèmes ont été posés généralement par les femmes. Donc, dans l'action que nous menons, on essaie d'amener les communautés à prendre des résolutions qui ne vont pas reposer uniquement sur les femmes, ni uniquement sur les hommes, mais comment les hommes et les femmes de la communauté peuvent arriver à avancer en trouvant eux-mêmes des solutions aux défis qu'ils ont relevés. Et on met en place ce qu'on a appelé un cahier de charges que nous, en tant qu'organisation, on essaie de suivre. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de travailler dans les communautés pour relever un peu ces questions et rendre les actions plus inclusives et participatives. Et à travers aussi les comités de restauration, il y a des actions des créations de pépinières, par exemple. Donc, les pépinières sont créées généralement par les femmes et les femmes les revendent aux hommes. Ça, c'est ce qui a été, c'est ce qui a été établi pour que les femmes aient des ressources. Puisqu'elles n'ont plus de ressources, les parcelles qui sont utilisées, qui existent, sont utilisées par des hommes pour des cultures de rente. Donc, les femmes n'ont plus de terre cultivable pour faire du vivrier, pour avoir des ressources. Donc, ce que la communauté a trouvé, puisqu'il fallait restaurer les espèces végétales, les femmes, elles sont chargées de faire les pépinières et elles les revendent aux hommes. Merci. Donc, ça, c'est la solution que la communauté elle-même a trouvée. J'entends ce besoin de dialoguer, puis ce besoin que la responsabilité de rétablir vraiment justement l'équilibre, elle ne peut pas être portée seulement par un parti, ça doit être vraiment collectif. Justement, je vois que tu es prête avec ton micro, mais je relancerai avec une autre question pour toi, Linda, aussi. Dans la même veine, là, je pense qu'on est beaucoup dans la cellule familiale, mais il y a d'autres choses au niveau structurel qui sont plus de l'ordre des organisations, des grands mouvements. Fait que c'est quoi les autres transformations concrètes qu'on pourrait proposer justement pour revenir à cet équilibre-là qu'on parle de charge mentale des femmes? Je veux juste revenir juste un petit peu sur le quotidien. Non, c'est parce que je suis tombée sur quelque chose de super intéressant. Il y a une étude américaine qui a été faite en 2017. Puis là-dedans,
les éco-gestes étaient considérés comme une perte de virilité pour les hommes. Fait que, tu sais, aller avec ton sac recyclable faire ton épicerie, là, ça a l'air que ça, c'est comme une perte de virilité. Fait que ce qu'il disait, entre autres, puis genre manger moins de viande, tu sais, la viande, c'est de la protéine. Tu sais, l'homme qui va encore chasser son mammouth, là, bon, ça marche encore, ça. Fait que je pense qu'il y a un gros travail de déconstruction de stéréotypes aussi dans ce domaine-là. Fait que ça, c'est dans le public, dans le privé. Moi, je pense qu'il y a comme... Puis là, je vais être un peu radicale là-dessus. Il y a 2 affaires. Je pense qu'il faut quand même qu'on investisse les lieux de pouvoir officiels. Tu sais, il faut y aller à la COP, même si personnellement, je ne suis pas trop fan des COP, là. Mais bon, il faut que les femmes soient là présentement. À la dernière COP, il y avait 30% seulement des femmes qui étaient des déléguées, là. Tu sais, ça n'a pas d'allure là, que de nos jours, là, on n'ait pas la parité. Il faut que les femmes investissent ces lieux de pouvoir-là, les lieux décisionnels. Mais je crois aussi beaucoup à ce que les femmes doivent créer leurs propres espaces. Parce que moi, les mouvements de femmes qui travaillent en écologie, super pour ça, qui mettent sur pied des fonds spécifiques pour les femmes, parce que sinon, on va attendre bien trop longtemps là, avant que ce soit la parité puis tout, là. Fait qu'il faut qu'on crée aussi nous-mêmes nos propres espaces. Je crois beaucoup au dialogue, il faut que ce soit inclusif dans la famille puis tout ça, mais au niveau politique, je pense qu'il faut aussi être beaucoup plus radicaux, il faut beaucoup plus radical. Il faut créer nos propres mouvements, nos propres espaces sécuritaires où on va pouvoir continuer à militer comme ça nous tente de militer. Puis oui, il y aura des alliés. C'est correct, là, tu sais, qu'il y ait des alliés, mais il faut qu'on reprenne du pouvoir dans plein d'espaces. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de groupes de femmes qui ont décidé de créer leur propre mouvement. Puis je pense que c'est utile. Il faut continuer à les appuyer. Puis peut-être qu'on va éviter... Vous savez hein, qu'on a eu plein de commentaires hein, sur le panel. Non, mais des commentaires épouvantables, là. Tu sais, nous autres, on fait le compost, mais pendant ce temps-là, les messieurs, eux autres, ils payent des factures. Ça fait que... Hein? Fait que continuez à vous occuper du compost, puis nous autres, on va payer les factures. C'est notre job. Fait que il y a encore un petit peu de travail à faire au niveau individuel, mettons. Oui, puis moi, je viens à toi, ne t'inquiète pas. Je vais être plus difficile, là, parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes avant de laisser les autres parler. Fait que je vous prépare déjà mentalement. Mais j'aime cette idée, puis tu l'as répété à plusieurs reprises, Linda, aussi, de créer nos mouvements, nos espaces lorsqu'on n'est pas reconnu. Mais encore faut-il aussi que ces mouvements-là soient aussi respectés puis reconnus par les instances. Donc, c'est-à-dire que si on crée notre propre chemin, mais que ce chemin-là n'est pas reconnu par les autres, ça devient quand même aussi complexe, même si je pense que c'est nécessaire. Puis j'irais peut-être vers toi, Catherine, parce que justement, est-ce que, ben, je pense qu'on s'entend avec la direction de vos interventions que les modèles actuels des mouvements écologistes, ben, ça ne permet pas nécessairement à tout le monde de participer, mais est-ce que tu aurais comme des pistes de réflexion justement pour savoir comment on peut permettre à tout le monde de participer à ces grands mouvements-là qui sont plus institutionnels ou plus reconnus, serait plus mainstream, entre guillemets, sachant que tout ce qui est plus grassroots et qui est vraiment un peu plus en décalage est aussi nécessaire? Merci pour la question, parce que j'avais comme envie de regrouper quotidien, plein d'affaires, en tout cas, dans mon cerveau. Mais merci pour la question. C'est une excellente question. Puis j'ai comme envie de dire aussi, tu sais, oui, il y a des mouvements qui ne sont peut-être pas connus, mais qui démantèlent aussi des rapports de pouvoir. On les connaît peut-être juste moins, tu sais, les mouvements écoféministes dans les années 70 en Inde avec les femmes indiennes, les Chipko, c'était moins connu à l'époque, mais elles avaient quand même des actions dans leur quotidien. Clin d'œil, à défendre les gros systèmes. En fait, là, c'était l'impérialisme, c'était l'extractivisme aussi de la forêt. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Puis, quelques auteurs, autrices qui m'inspirent beaucoup, notamment, il y a Geneviève Prévost, qui a écrit sur vraiment le croisement entre l'écoféminisme, la subsistance, puis le quotidien. Puis subsistance étant, puis souvent, ça m'a beaucoup fait penser parce que je pense qu'il faut aussi s'éduquer dans les actions, s'éduquer sur, OK, ben nous, ici au Québec, en territoire, puis là, tu sais, depuis nos privilèges, d'ailleurs, ou au croisement de différents systèmes d'oppression, bien, nous, on conceptualise ça comme étant la charge mentale et
écologique reposant sur les femmes. Mais par exemple, au Bénin, la charge écologique et mentale, qui repose sur les épaules des femmes, mais elle est complètement différente de ma conception de c'est quoi avoir une charge mentale, mais aussi c'est quoi des actions au quotidien politiques, écoféministes. Moi, c'est peut-être de faire le compost, mais pour certaines femmes que j'ai passées en entrevue, c'était, puis on en a parlé en préparation, c'était de faire un jardin dans près de leur maison parce qu'elles ne pouvaient pas avoir de territoire forcément avec les droits fonciers, qui est un enjeu, et etc. Donc, peut-être c'est ça, de s'éduquer ou en tout cas de s'ouvrir à... on n'a peut-être pas la conception universelle de c'est quoi avoir la charge mentale, puis de c'est quoi les revendications, à la fois dans les grands mouvements qui sont connus, Greenpeace, etc. Mais il y a aussi plusieurs autres actions qui se font au quotidien qu'on entend peut-être juste moins parler. Donc, de s'informer de ces mouvements-là, j'aurais tendance à dire. Puis après ça, c'est sûr que pour moi, la sensibilisation, l'éducation, c'est important. Bon, c'est mon domaine, mais je trouve que... Puis même, tu sais, j'ai envie de vous parler d'un projet, puis je salue mes collègues, mais j'ai le grand bonheur d'être impliquée dans le comité Femmes Écologie du regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale, oui, le RGFCN. Et on est un groupe de femmes super impliquées, vraiment inspirantes, des militantes de longue date aussi. Puis on a développé un outil d'éducation populaire sur la charge mentale verte qui est vécue auprès des femmes, parce que des fois, ça peut être un grand concept qu'on a de la misère à atterrir dans notre quotidien. Puis, d'ailleurs, Maureen, à la Marche mondiale des femmes, elle est venue faire notre petit questionnaire. Il n'est pas lancé encore, mais on a développé un pamphlet, puis un outil, donc un questionnaire pour amener à réfléchir à, OK, c'est quoi, en fait, la charge mentale? Est-ce que j'en vis? Ça représente quoi un peu dans mon quotidien? Il y a des angles morts, il faudrait le rendre plus intersectionnel à mon avis, mais bon, ça, je le note pour mes collègues, mais elles le savent déjà, de toute façon. Mon regard critique est toujours bien là, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, c'est peut-être dans les actions. Donc, vraiment faire un effort aussi conscient de se demander, c'est quoi nos angles morts quand on pense à justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la charge mentale sur la place des femmes, mais aussi au niveau sociétal. Donc, comment impliquer dans les solutions? C'est pas nécessairement à moi de dire comment impliquer les femmes en situation de handicap, par exemple, ou les femmes noires et racisées. Je peux, par contre, être responsable de créer des espaces pour avoir ces discussions-là, ces débats-là, chose qu'on fait aujourd'hui aussi. Puis, j'ai aussi comme envie un peu de lancer, je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, mais un peu le désir, si, mettons, j'avais une baguette magique dans la société dans laquelle on vit, je pense que j'aimerais ça qu'on arrive à reconnaître, en fait, la force et la créativité des femmes qui déploient au quotidien cette charge mentale-là. Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'elles sont les seules, ou en tout cas très individuellement en charge de cette charge-là, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas ça qui ferait en sorte qu'elles soient dans les postes de décision, les femmes, alors qu'elles sont hyper créatives pour répondre, un peu comme tu disais avec ta mère qui pense déjà à tout ce qui pourrait arriver puis qui a déjà des solutions pour tout. C'est une grande force, ça, mais à la place, on discrimine les femmes, on hiérarchise, puis on dit que c'est vraiment au bas de l'échelle, puis on ne va pas valoriser ça dans nos sociétés. Et ça, au croisement de différents systèmes d'oppression aussi. Donc, c'est ce que j'aurais envie de dire. Puis dans notre petit guide, conclusion promis, avec le RGF, le super document qui va sortir probablement autour, en tout cas, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais jour de la Terre, probablement. Dans les recommandations, ou en tout cas les angles, les pistes de réflexion, on se demande comment est-ce qu'on peut reconnaître que de prendre soin, c'est pas seulement sur la base individuelle, mais c'est une tâche collective, donc qui repose pas seulement sur les femmes. C'est aussi de reconnaître la nature complexe derrière la charge mentale, tous les stéréotypes qui sont associés, toujours en ayant une lunette d'analyse, mais aussi des pistes d'action intersectionnelles, donc au croisement, le sexisme, racisme, colonialisme. C'est aussi de soutenir ce travail de soins-là dans nos différents milieux personnels, milieux de travail, dans les familles aussi. C'est aussi, finalement, prendre en compte dans les politiques publiques, bien que ce n'est pas que par les instances publiques et institutionnelles qu'on va faire le changement, à mon avis. C'est pour ça que les groupes militants sont super importants. Puis, finalement, inciter et normaliser le travail de soins aussi fait par les hommes. Voilà. Merci beaucoup. On va dans une dernière question avant de laisser la parole au public. Donc, cher public, commence à réfléchir à tes questions pour la période par après. Puis, j'aime beaucoup ce que vous dites. Tu sais, peut-être, moi, ma petite réflexion avant de poser cette question-là, c'est on a tendance aussi à beaucoup, parce que tu disais dévaloriser la créativité des femmes qui sont en charge mentale, mais on va aussi peut-être survaloriser aussi
des fois certains aspects dans des mouvements sociaux qui sont dits très masculins, là, tu sais, que des manières de faire, une manière de voir le leadership, une manière de voir comment on tient des réunions, etc. Fait que c'est aussi un appel à revoir puis à dévaloriser aussi certaines choses qui, au final, on le sait, ne fonctionnent pas. Donc, on vit dans un monde quand même très masculin et on vit dans un monde très en guerre en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation? On ne sait pas. Ça, c'était vraiment mon petit truc à moi. C'est personnel de Elsa. Pour peut-être aller dans cette dernière question, où est-ce qu'on a un petit 5 minutes pour y répondre? Je vais vous laisser prendre la parole, mais c'est un peu dans cette idée, selon vous, à quoi ressemblerait justement une transition écologique qui ne repose pas sur l'épuisement des femmes? Tu sais, comment on peut l'imaginer? À quoi ça ressemblerait, ça? Chantal, la parole est à toi. Oui, mais avant de répondre à la question, je voulais revenir sur un aspect. Tout à l'heure, Personne rapidement, n'écoute. rapidement, Correct. Mais t'as Fais de une la minute. désobéissance. par rapport à la participation des femmes aux différents COP, elle a parlé de moins de 30%. Oui. Mais je pense que on a à sensibiliser davantage les femmes. On a à les mobiliser davantage sur les différents enjeux. Je pense que si elles le comprennent, il n'y aura vraiment pas de problème à ce que ces femmes-là, parce que quand elles comprennent, elles vont trouver les moyens d'être présentes dans les instances ou dans les lieux où les décisions se prennent. Au niveau local, on peut le faire. Au niveau national, il faut le faire avant d'en arriver à l'international. Et je pense que nous, en tant que organisation de la société civile, notre travail, c'est ça en fait. Donc, on essaie de commencer en communauté et puis on mobilise les femmes pour qu'elles soient présentes. De toute façon, la place, on ne nous la donnera pas. On ne nous la donnera jamais. C'est à nous de prendre toute notre place. Donc, une fois qu'elles le comprennent, je pense que ça va de soi. Maintenant, je pense que j'ai essayé par rapport à la question, pour moi, c'est de travailler à lutter contre les inégalités. Et travailler à lutter contre les inégalités, c'est les deux entités. C'est toutes les composantes de la société. Parce que toutes les questions écologiques ou environnementales ont un impact de façon directe ou indirecte sur toutes les composantes de la société. Et remettre la charge sur une seule entité, sur les femmes, on ne peut pas avoir de solution efficace en allant dans ce sens-là. Mais si tout le monde comprend qu'il faut que je sois engagée au niveau individuel et que mon engagement individuel m'amène à fédérer aussi les autres pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions durables, je pense que les inégalités pourront être levées et puis on pourra trouver ensemble des solutions qui soient durables pour le bien de tous et de toutes. Merci. J'ai senti un élan d'applaudissement. Oui, on peut applaudir. J'aime beaucoup. Je pense que j'ouvrirai le bal pour les questions du public. N'ayez pas peur, cher public. On peut vous entendre avec grand plaisir. Puis après, on va laisser le mot de la fin aussi à nos panélistes. On arrive déjà à l'atterrissage de ce beau voyage. Questions et commentaires, oui. Mais seulement positifs. Est-ce qu'il y a une personne qui veut Vous briser la pouvez glace? aussi désobéir. Oui. Parce que c'est pas comme Non, c'était tellement... Oui, merci. Allez. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Oui. Alors, merci aux trois panélistes. C'est très intéressant d'avoir trois points de vue différents et complémentaires et qui se recoupent aussi. Puis juste comme revenir un peu sur vos dernières phrases. Vous avez parlé, beaucoup de l'importance de sensibiliser les femmes. Mais moi, j'ai une préoccupation. Donc, je parlais avec Michel Filion tout à l'heure. C'est ça, on a échangé un peu là-dessus. Et je me disais, est-ce qu'il y a la possibilité aussi de vraiment faire un effort pour sensibiliser davantage les hommes? Parce que pour moi, le problème, il est là. C'est vraiment que les hommes, ils ne sont pas conscients de la charge mentale des femmes.
Alors, si tu n'es pas conscient de quelque chose, ben, ça ne va pas changer parce que c'est eux qui ont le plus gros du pouvoir. Donc, est-ce que à l'intérieur de vos communautés, de vos cercles de rencontres, tout ça, il y a des espaces où justement les hommes et les femmes se retrouvent ensemble et qu'il peut y avoir des leaders hommes, des leaders masculins, féministes, OK, qui soient jumelés à des leaders féministes femmes pour rejoindre vraiment les deux pôles, enfin, deux des pôles importants pour changer, pour arriver à faire des changements au niveau écologique. Enfin, c'est ça, une petite question. On répond en même temps. Oui, on peut y aller, mais ce sera 2 minutes. Oui, effectivement, je pense que j'ai eu à le décrire dans les activités qu'on fait, qu'on mène. L'objectif, c'est d'aller de façon inclusive pour ne pas que la charge repose uniquement sur les femmes. Donc, ce qu'on fait dans les communautés, on travaille aussi avec les hommes, on travaille avec les femmes et à un moment donné, on met les deux entités ensemble pour qu'elles puissent trouver des solutions ensemble. Voilà, donc ce que je disais par rapport à la sensibilisation, c'était le leadership, en fait, des femmes dans les actions écologiques en termes de plaidoyer pour la réforme des politiques sur l'environnement, par exemple. Là, on a travaillé en région, comme on travaille dans les villages en région, on a travaillé à mettre en place une politique régionale sur l'environnement. Parce que normalement, la loi le prévoit. Mais au niveau des régions, les présidents des conseils régionaux, ce n'est pas leur priorité. Donc, dans le projet que nous avons mené, nous avons travaillé à ce que les comités de restauration ou les comités de gestion foncière qui ont été mis sur pied travaillent à ce que, au niveau des conseils régionaux, que les plans régionaux d'environnement soient établis. Et ces plans-là contiennent les besoins que les populations, les communautés ont identifiés au sein des comités où sont les hommes et les femmes. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. J'espère que j'ai respecté le temps. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Je vois qu'on veut réagir. On va laisser juste pour donner la chance aussi, puis je vais juste mentionner pour les gens en ligne aussi, si jamais il y a des questions, qu'on va les prendre avec plaisir. Ça va être vraiment rapide, mais j'ai juste envie de dire que ce réflexe-là aussi, d'inclure les hommes dans ces réflexions-là, on doit le faire ici aussi, parce que de mes constats dans ma recherche doctorale au Bénin, j'ai pu remarquer que les hommes sont souvent très impliqués, en fait, dans les projets d'égalité de genre. Bon, il y a aussi, historiquement, on arrivait avec des projets féministes dans des pays où est-ce que la norme sociale était différente, là, en termes d'égalité de genre, et là, il y a eu des backlash, excusez mon anglicisme. Et donc là, on s'est dit, OK, bon, on va avoir des programmes de masculinité positive, etc., pour pallier à ça. Il y a eu moi, il y a beaucoup d'exemples qui sont sortis aussi en matière d'environnement. Mais j'ai comme envie de dire, ben, tant mieux, on peut aussi s'inspirer de ce qui est fait, de comment on implique les hommes dans ces comités-là, ici au Québec, ou soi-disant Québec, Canada, en Occident aussi. Parce que malheureusement, les hommes ne sont pas, comme vous l'avez bien dit, ne sont pas sensibilisés à la charge mentale des femmes et la charge écologique à l'intersection de tout ça, là. Donc, j'avais juste envie d'ajouter ça. Merci. Est-ce que Linda, tu voulais ajouter? Non, pas tant ajouter. Je voulais juste, quand on parlait de comment la transition, pour pas que ce soit sur l'épuisement des femmes, oui, les inégalités, je pense que c'est de base, là, tu sais, parce qu'on va avoir une société plus... Tu sais, on peut pas séparer, tu sais, la transition écologique, la transition sociale, la transition économique, etc., là. Fait que je pense qu'il faut aussi remettre en question notre modèle de développement, de croissance, de recherche toujours plus loin, la technologie. Elle a un coût environnemental. Là, je suis en train de travailler justement avec ma collègue sur l'IA. Tu sais, là, l'IA, c'est comme un peu virtuel, hein, on ne le voit pas vraiment, c'est pas physique. Ça a un gros coût environnemental. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont que des femmes qui doivent travailler là-dessus, évidemment. Fait que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, puis respecter effectivement, faire de plus en plus inclusif, faire en sorte aussi que les femmes
paysanne, oui, il y a des choses au niveau environnemental que c'est peut-être pas l'exemplarité, mais ça va être ça. Ça va être ça. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh, il y a 2 mains. OK, je vais prendre cette main et cette main par la suite. Je vais rebondir par rapport à la première question, par rapport au fait de sensibiliser les hommes. C'est une question, je vais me permettre, pourquoi pas déposer cette charge mentale. Je pense à des grands mouvements qui ont lieu notamment aux États-Unis. Je pense que c'était dans les années 2000 où la communauté hispanophone a arrêté de travailler. Je vais me permettre, même si je suis un homme, pourquoi pas justement faire cet exemple-là, puis arrêter de travailler, déposer cette charge mentale et à un moment donné montrer justement aux hommes que les femmes ont une place centrale dans la vie, qu'elles portent beaucoup de choses sur elles. Enfin, pour elles. Il y a des exemples de grèves que les femmes ont fait hein, à l'époque, la grève du sexe, entre autres. Ça a fait bouger des affaires. Je prendrais peut-être une autre main. Vous pourrez réagir aussi aux 2 commentaires, mais je vais prendre l'autre main aussi qui était juste en arrière. Oui, donc c'est une question qui nous vient en ligne. Je vais vous la d'accord. lire telle quelle. Les banques sont masculinistes. Croyez-vous que les caisses populaires sont mieux pour les femmes? Les banques sont masculinistes et les caisses populaires, c'est mieux. Ben moi, je dirais que ça dépend dans quoi les caisses investissent. Est-ce qu'ils investissent dans des entreprises qui sont responsables de la destruction massive des terres et je sais pas. Moi, j'ai plusieurs questions. Puis j'avais aussi envie de rebondir. Est-ce qu'on peut partir un mouvement? On va arrêter de travailler. Moi, j'adore. Là, c'est on lance un mouvement ce soir, là. S'il vous plaît. On arrête de travailler. Est-ce qu'on a... Ah oui, vas-y. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, questions? Oui, juste en arrière ici. Bonjour. On a parlé brièvement un peu d'exemplarité justement dans la charge mentale des femmes. Puis je trouve aussi que dans les mouvements environnementaux, les mouvements écologiques, c'est aussi une pression qui est très, très présente. C'est un domaine où on peut pas, on s'autorise pas à se tromper. On a l'impression que les gens qui prennent des décisions justement pour l'environnement, il faut que ce soit la bonne tout de suite. Est-ce que, dans vos expériences, est-ce que c'est une bonne pression qu'on peut transformer en solution ou c'est plus un obstacle auquel justement il faut trouver d'autres solutions? Ben, je pense que je pense que d'une part, il faut arrêter de se sentir coupable. Là. Tu sais, nous autres, on aime bien ça, hein, les femmes se sentir coupables. Puis tout, là, on est tout le temps. Tu sais, ah, mais non, là, j'ai pas été parfaite. J'aurais dû. Mon Dieu, j'ai pas sorti mon compost. Bon. J'ai jeté mon trognon de pomme dans les poubelles. C'est bien épouvantable. Je pense qu'il faut comme arrêter effectivement de se mettre cette pression-là. Je pense qu'il faut changer les choses. Tu sais, on ne peut pas continuer comme ça. Là. On ne peut pas continuer dans cette recherche de toujours plus de technologie, de polluer, etc., etc. Il faut qu'on fasse des gestes. Tout le monde, pas juste les femmes, mais tout le monde doit faire des gestes. Ce qui ne veut pas dire là, qu'il faut se taper sa tête tout le temps. Puis oui, profiter de... Tu sais, des fois, ça crée justement des nouvelles idées. Tu sais, par exemple, avec les femmes avec qui, moi, je travaillais en Amérique latine, qui se retrouvaient avec des sols très dégradés parce qu'ils avaient été trop utilisés, etc. Bien, ça a créé, à un moment donné, de réfléchir à, OK, comment on peut faire pour que le sol soit mieux? Ça fait qu'il y a eu plein d'essais, erreurs pour créer des intrants naturels, d'utiliser les déchets domestiques. Fait que je pense que c'est aussi, oui, c'est une opportunité aussi d'avoir des nouvelles idées, d'être plus frugal, là, on parle beaucoup maintenant de technologie frugale qui prend moins d'énergie. Je pense qu'on peut commencer à faire ça, mais je pense qu'il faut s'enlever la culpabilité d'être parfaite tout le temps. On ne le sera pas, personne ne l'est. On est des personnes humaines avec nos défauts, nos qualités. Mais je pense que l'important, c'est quand même d'avoir ça en tête. Tu sais, moi, j'ai des amis qui voyagent beaucoup, là.
Puis là, ça m'énerve, là. Parce que je leur dis, voyons, tu vas pas prendre l'avion pour une semaine, ça n'a pas de bon sens d'un point de vue environnemental. Bon, j'ai arrêté de faire la morale, là, parce que, ben, pas tout le temps. Des fois, ça fait pas. Mais je pense qu'il mais il faut quand même se remettre en question. Tu sais, on peut pas non plus continuer comme on est. Tu sais, si on est rendu là, c'est parce qu'on ne s'est pas beaucoup remis en question. Fait que autant les femmes que les hommes, on doit se remettre en question, mais on n'est pas obligé toujours de se taper ça à la tête, par exemple. Catherine, vous voulez... Merci, très rapidement. Moi, j'ai envie de poser une question classique, hein. Est-ce que la façon d'organiser nos mouvements militants reproduit le modèle actuel dominant qui est en fait une des raisons pour laquelle on fait face à une crise climatique au final. Donc, justement, cette pression-là, puis tu sais, peut-être on pourrait en discuter ou débattre plus longtemps sur qu'est-ce que tu mentionnes ou qu'est-ce que vous voulez dire par pression. Mais pour moi, de mettre justement cette culpabilité-là au centre, puis tu sais, il y a de plus en plus de littérature aussi qui sort sur, mettons, Rest is Resistance de Tricia Hill, le livre qui va être, bien, au lieu de toujours reproduire cette même façon-là d'organiser notre société qu'on duplique dans nos mouvements militants, bien, comment ne pas faire la désobéissance différemment ou comment ne pas démanteler ces systèmes de pression-là de façon différente en résistant par le repos. Il y a aussi par la joie aussi, il y a beaucoup par l'amour aussi, donc de mettre ça au centre de nos mouvements militants. Donc, comment réorganiser nos façons d'organiser notre résistance face à un système qui est très violent à l'intersection de plusieurs systèmes? Ça sera un peu ma question. C'est une très belle question que tu me poses, qui nous amène aussi tranquillement vers la fin. Puis dans la réflexion que moi j'ai par rapport à tout ce qui a été dit, c'est cette idée de transformer les systèmes, transformer les milieux, les organisations, etc., mais de préparer aussi les personnes à les investir. Donc, cette idée de former, d'éduquer, mais cette idée aussi de démanteler puis de transformer aussi de l'autre côté. Je retiens aussi cette idée qu'on est dans une prison du genre aussi, là. On est vraiment dans un carcan. On est socialisé d'une manière qui ne nous aide pas aussi à se libérer puis à trouver d'autres manières de fonctionner puis de travailler ensemble. Donc, je retiens beaucoup de choses de ce que vous avez dit, puis je me permets de faire du pouce à cause de ce que tu mentionnes, Catherine, sur cette idée de l'amour, de la joie, de revoir d'autres choses, d'autres valeurs ou d'autres émotions qui sont parfois perçues comme quelque chose de plus féminin, là, en guillemets, puis qu'on va dévaloriser. Fait que ma question pour vous, mais ce serait en fait de savoir, c'est quoi ma question? Oui, ma question c'est ben, comment se protéger, faire attention à soi dans toutes ces dynamiques-là. Comment arriver à se protéger d'une manière très concrète. Et ça peut finir en poème aussi. Donc, je vous laisserai peut-être 1-2 minutes. Oui, c'est une vraie question, là. C'est pas quelque chose de rhétorique, là, ou philosophique. Donc, je vous laisserai peut-être 1 ou 2 minutes chacune pour se dire comment arriver à se protéger, à faire attention à soi dans ces dynamiques-là. Oui, moi, je pense que pour rebondir un peu sur ce que Linda a dit, il ne faut pas se faire harakiri. Voilà, déjà, la société même nous met beaucoup de pression. Et je pense qu'en tant que femme, on a déjà beaucoup de pression, beaucoup de défis. Et dans tous les autres domaines de la vie, je pense qu'on a le droit quand même de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs et de les transformer en opportunités pour avancer. Donc, il faut éviter de se mettre encore soi-même la pression, en plus de la pression que la société nous met. On est engagé dans une action, dans une lutte qui ne va pas, on va dire, se transformer du jour au lendemain, qui ne va pas aboutir forcément du jour au lendemain. C'est une lutte qui va mettre le temps que ça va mettre. Mais l'essentiel, il faut que nous soyons présentes. Il faut que nous soyons présentes pour apporter notre savoir, pour apporter nos compétences, pour apporter nos expériences. Et je pense que c'est à partir des expériences, du savoir, qu'on arrive à bâtir de grandes choses. Donc, c'est normal qu'on puisse connaître des erreurs, mais il faut se lever et puis transformer ces erreurs-là en opportunités. Voilà, donc éviter de se mettre la charge, en plus de la charge que la société nous met. Merci, Linda.
Ben moi, je dirais, bon, ça a l'air un peu cucu, là, tu sais, soyons un peu bienveillantes envers nous, là, parce que personne va l'être, ça fait que soyons un peu bienveillants. Mais surtout, 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 euh, entourons-nous de personnes avec qui on peut échanger, qu'on va pas se sentir jugé. Ben, sauf mes amis là, que je juge sur les voyages, là. Mais ils savent que je les juge, fait que c'est correct, là, tu sais. Je suis dans la bienveillance quand je les juge. Mais Un soyons, jugement bienveillant. non, mais Un jugement c'est important d'être avec des gens parce que les gens vont nous aider aussi à cheminer là-dedans. Puis tout le monde, tu sais, tu t'aides aussi quand moi, je crois beaucoup à ça, hein, tu sais, les amitiés, être avec des gens, faire des choses ensemble, discuter ensemble. C'est comme ça qu'on va avoir aussi des solutions, qu'on va faire des pas ensemble, qu'on va se donner des challenges aussi entre nous. Puis si on veut, ben, aller évidemment aussi militer dans des organisations, euh, tu sais, être entouré, pas rester seul avec ça parce que c'est la pire affaire, là, parce que aller s'enfermer puis se sentir coupable, là. Mais vraiment, il faut comme travailler avec du monde, des amis, mais aussi des gens qui vont nous challenger, être dans des groupes, aller dans des clubs de lecture pour discuter de textes théoriques que Catherine va écrire, Mhm. puis plein d'autres mondes. Je pense que moi, je crois beaucoup à ça. Oui, je suis d'accord. Ça me fait vraiment rire, Linda. Merci tellement pour la question, parce que je trouve que juste de réfléchir à la question, ça amène comme du soin. C'est vraiment... fait que merci. Vous avez tellement dit des belles choses que ça va être caduque, ce que je vais dire, mais j'ai quand même envie peut-être de dire, puis je suis tellement d'accord avec vous, tu sais, prendre soin de soi, prendre soin des autres, mais aussi de faire preuve d'empathie dans un monde dans lequel ça va tellement pas bien, tu sais. Puis on vit tellement de recul par rapport à tellement de droits aussi. Fait que j'ai comme envie d'être... pour prendre soin de soi et de prendre soin collectivement, je pense que c'est ça, d'être bienveillant à son égard, à sa collectivité, mais aussi de peut-être, pas capitaliser, mais tu sais, de cultiver cette colère-là, cette indignation-là qui nous pousse à nous mobiliser, à demander des conditions qui sont meilleures. Puis pour moi, c'est comme une forme de prendre soin de nos droits, c'est ça, de notre collectif, des valeurs aussi empreintes de bienveillance, d'écoute, d'empathie à l'égard des réalités de nos voisins, mais aussi d'autres pays aussi. Puis pour moi, prendre soin, c'est ça, d'être à l'écoute des réalités des autres. Puis je vais le répéter, ça va être la dernière fois, mais qui sont justement à l'intersection de ces systèmes d'oppression-là, donc qui vivent des réalités, puis en fait de les croire. Quand on dit qu'en situation de handicap, on va rencontrer des obstacles physiques pour entrer dans un lieu, ben pas de remettre en question, juste d'y croire, puis de valider. Puis de valider aussi les émotions, comme je disais, de miser sur la colère, mais aussi, des fois, il y a des formes d'impuissance aussi qui peuvent naître de l'éco-anxiété, par exemple. Fait que de valider ça, puis d'en discuter. Fait que d'avoir ces discussions-là, c'est dans le non-jugement, mais des fois, ça peut être productif, là, mais voilà. Fait que c'est l'appel que je nous lancerais pour prendre soin de nous, mais collectivement, ce nous-là, nous et nous. Merci. Fait que j'entends cette colère-là, être à l'écoute de l'autre. J'entends cette idée de persévérer malgré les obstacles, malgré tout, de continuer puis de s'enlever une charge. J'entends l'idée de communauté aussi, de rester connecté aux autres. Puis j'ai envie d'ajouter, moi aussi, cette idée-là, parce que je lisais par rapport à Angela Davis sur toutes les questions de repos dans le militantisme. Puis je trouvais ça vraiment beau, cette idée-là, que ben, pourquoi on se bat, dans le fond? Tous les jours, on se bat pour un monde où est-ce qu'on fait rien? On veut juste chiller. C'est ça le but, c'est qu'il y a des guerres, il y a des inégalités, mais on veut que tout le monde ait la paix, que tout le monde aille au parc, lire des poèmes, manger avec la famille. C'est ça le but, c'est que tout le monde soit retiré de toutes ces oppressions-là, puis puisse vivre librement. Fait que c'est important aussi de l'incarner au quotidien. Il faut garder la colère, il faut garder le militantisme et de savoir qu'on dit, ben, je me bats pour un monde où est-ce que je peux chiller, fait qu'aujourd'hui, je vais chiller pour incarner ce monde-là. Mais savoir quand c'est le temps de se lever aussi, puis de résister. Fait que c'est de trouver la balance entre ces deux choses-là, c'est ça que moi, je retiens. Puis je vais vraiment vous remercier. Je me suis permise de faire les mots de la fin, mais merci pour ce beau panel.
Donc, merci beaucoup, Linda, Chantal et Catherine. Merci pour votre partage. Chantal qui a quand même un bon décalage horaire aussi, puis qui fait une grande tournée de conférences et tout. Donc, merci vraiment pour ça. Je vais prendre le temps de remercier aussi à Le Guélion pour l'accueil. Donc, merci beaucoup. Merci à Arborescence pour l'appui technique, à Nicolas Debrosse pour la prise de photos. Ce panel-là est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. On voulait aussi le souligner. Puis je veux prendre le temps de remercier Maureen aussi, qui travaille très fort derrière ces panels-là. Donc, on parle parfois de travail invisible, mais si je peux parler comme ça, c'est parce que j'ai eu une belle préparation, un beau document qui a été fait par Maureen aussi pour nous aider des suivis. Fait que merci pour ton travail qui est précieux. Puis justement, ben, dans cette idée-là, c'est que c'est une série de panels que Suco fait depuis bien longtemps. Puis il y a un prochain panel qui est déjà le 21 avril, donc de 17h à 20h, à la Maison du développement durable. Puis le panel s'appelle Fatigue climatique, solidarité internationale et solutions. Quand même une belle suite avec les conversations qu'on vient d'avoir. Puis là, on a encore quelques instants pour prendre Merci le à temps. toi. Ah oui, merci à moi. toi, oui, pour Ça fait plaisir. très belle animation de panel dans la flexibilité, l'acceptation de la désobéissance de notre part. Merci infiniment. Oui, Et ça m'a fait tes magnifiques plaisir. réflexions aussi là, qui sont à souligner. Merci, ça fait vraiment plaisir. Ben, prenez, je sais pas, on a quand même un bon moment pour aller prendre des petites bouchées, pour prendre, boire quelque chose ou poser des questions à nos panélistes. Merci d'être là, puis bonne soirée à vous. Merci aux gens en ligne aussi.